Un truc vraiment qui est hyper important, je trouve, pour les auteurs, les illustrateurs, les gens qui font de la BD, tous ces indépendants, c'est de se parler entre eux. Et c'est vraiment essentiel, je trouve, de se parler. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, c'est l'heure de la pub. Et cette semaine, j'aimerais vous parler d'Adobe Fresco. Vous avez la bougeotte, vous dessinez constamment, impossible de résister devant un crayon ou un stylet, au bureau, sur votre ordinateur, chez vous, dans votre canapé, devant une série ou dans les transports en commun, vous êtes toujours en train de dessiner. Alors, ne cherchez plus, l'application Fresco est faite pour vous. Disponible sur iPad, iPhone, Android, mais aussi sur ordinateur et même sous Windows, Fresco vous accompagne partout et intègre la plus vaste collection de pinceaux vectoriels et pixelisés au monde. Sans oublier des pinceaux dynamiques révolutionnaires pensés pour offrir une expérience de peinture et de dessin réaliste dont certains sont signés par un certain Kyle T. Webster, l'homme qui révolutionne les brushes Photoshop depuis des années et que j'utilise personnellement aussi, depuis des années. Perso, je trouve que ces brushes, c'est le best du best et le plus beau dans tout ça, c'est qu'où que vous soyez, votre travail est automatiquement synchronisé dans le cloud et vos fichiers PSD sont exactement les mêmes sur tous les appareils. Une idée de génie durant votre trajet en métro le matin? Hop, utilisez Fresco sur votre smartphone ou votre iPad et terminez-le sur Photoshop sur votre ordinateur un peu plus tard. Adobe Fresco s'adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le plaisir du dessin et de la peinture. Gratuit sur iPad, la version premium avec toutes les fonctionnalités est disponible pour toute souscription au Creative Cloud. Alors pour découvrir tout ça, testez gratuitement la version d'essai pour iPad ou rendez-vous sur adobe.com pour explorer l'univers du Creative Cloud. Ceci étant dit, et avant de passer à la suite, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé aux 2 premières éditions de l'émission M'as-tu vu avec Atomic Studio et La Ville et les Nuages. Une émission créée en partenariat avec Adobe et le laptop pour apprendre à faire sa promo comme les pros. Vous étiez plus de 280 participants lors de la première session et autant vous dire que ça me fait plaisir. Les retours sont encourageants, j'ai bien pris note également des choses à améliorer et avec Adobe et le laptop, on va continuer d'essayer de vous créer une émission aux petits oignons. Si vous avez loupé ces 2 premières émissions, pas de panique, ok. Vous pourrez redécouvrir le replay sur la chaîne YouTube du laptop ou sur le site de senscreatif.fr. Le prochain webinaire aura lieu le jeudi 15 avril à 11h30 et je suis hyper content de recevoir Sarah Kahn, une designer et directrice artistique de grand talent dont j'admire le travail depuis longtemps. Elle a assuré la DA de magazines comme 3 couleurs, la revue gratuite des cinémas MK2, America, que vous avez sûrement vu passer durant le mandat du président américain Trump. Elle a collaboré avec le duo de chanteuses Brigitte, enfin bref, que du lourd. Pour être sûr de ne pas louper cet événement, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode ou en me suivant sur les réseaux sociaux. De toute façon, c'est pas compliqué, j'en parle un peu partout. Le lien devrait être facile à retrouver. Autre chose, cette semaine, Sens Créatif fête ses 2 ans, donc bon anniversaire à moi, mais surtout, bon anniversaire à vous. Merci à vous tous qui écoutez, soutenez ou partagez le podcast. Sens Créatif était une quête personnelle et d'une certaine manière, ça l'est encore toujours, mais aujourd'hui, c'est surtout devenu une magnifique communauté qui chaque jour me remplit de joie. Que vous soyez un auditeur lambda, un fan hardcore depuis le premier jour, que vous soyez actif sur le Discord ou membre du Patate Club, qui que vous soyez, je vous remercie d'être là. Sens Créatif est une belle aventure et c'est grâce à vous. Alors, happy birthday, here's to another year together. Et pour ce 50e épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma discussion avec Karine Leloget, plus connue sous le pseudonyme Kness. Et que je suis heureux d'avoir pu discuter avec Karine car non content d'être une illustratrice et céramiste de grand talent, elle est également la créatrice du site et de la communauté Café Salé. Si vous avez moins de 30 ans, peut-être que ce nom n'évoque rien pour vous. Mais pour bon nombre de graphistes et d'illustrateurs francophones, Café Salé, dans les années 2000, c'était LA référence. Et on va remonter dans le temps car dites-vous, Café Salé a été créé en septembre 2002. Presque 20 ans. Café Salé, à la base, c'était un petit forum en ligne initié par Karine et un groupe d'amis réunis par leur métier. J'ai nommé l'illustration et le graphisme. Considéré aujourd'hui comme le premier portail spécialisé dans la création graphique et regroupant à l'époque plusieurs milliers d'artistes, dessinateurs, photographes, peintres, graphistes, sculpteurs ou coloristes, en juillet 2010, on y référençait même plus de 25 000 membres. Vous imaginez 25 000 membres quoi. Le forum permettait aux pros comme aux amateurs de poster leurs travaux et de recueillir les avis extérieurs, de promouvoir leur activité et surtout de partager, d'échanger et de faire connaissance avec leurs pairs.
un peu comme le Discord de Sens Créatif. Mais je m'égare. Café Salé organisait aussi des rencontres régionales, des workshops de plusieurs jours regroupant parfois jusqu'à 250 participants, j'en passe et des meilleurs. Sans oublier qu'à un moment donné, Café Salé s'était également associé aux éditions Ankama afin de publier de magnifiques artbooks et autres bandes dessinées. Si tu as vu passer ces livres, toi-même tu sais de quoi je veux parler. Mais en tout cas, Karine vous le racontera bien mieux que moi, vu qu'elle en est l'instigatrice. Dans cet épisode, Karine me raconte évidemment l'histoire de Café Salé avec ses hauts et ses bas, mais on discute aussi de son parcours en tant que coloriste de BD et illustratrice. Elle me partage aussi son regard sur la profession, sur les prix pratiqués dans le milieu de l'édition, pourquoi il est important de se serrer les coudes et de discuter avec ses pairs. Ça, c'est pas moi qui vais la contredire. Du mythe du métier passion, de ce qui l'a poussé aujourd'hui à ne travailler qu'avec des particuliers, et enfin de comment elle s'est reconvertie il y a plusieurs années en tant que céramiste. Un retour à la terre, en quelque sorte. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir ma discussion avec Karine Leloget. Bonne écoute. Salut Karine, bienvenue sur Sens Créatif. Merci Je suis hyper content de discuter avec toi, comme on en discutait un petit peu en off. Il y a plein de choses que j'ai envie d'échanger avec toi. Et je suis super reconnaissant que tu aies pu dégager du temps. Là, on fait ça un petit peu à distance, là, Paris, Montréal. Donc, voilà, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Ouais. En plus, c'est la première fois que tu passes sur un podcast, tu m'as dit. Ouais, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. J'en écoute vraiment beaucoup. C'est un peu mon fil conducteur quand je travaille en général sur des choses créatives et j'avais jamais parlé à un podcast. Donc voilà, c'est ma première fois, mon baptême de podcast. Allez, super. Ah bah, je suis ravi d'être la première personne. Peut-être qu'après l'écoute de cet épisode, il y a plein d'autres podcasts qui vont venir et qui vont dire « Vas-y, Karine. » Mais c'est moi qui aurai la primeur. Voilà. Ouais, c'est ça. Je te citerai à chaque fois. Très bien. Alors, est-ce que pour commencer, je commence toujours un petit peu de la même manière, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin? Oh waouh. Donc je m'appelle Karine. On me connaît plus sous mon nom d'autrice et slash mon pseudo internet qui est Kness. J'ai aujourd'hui 41 ans, j'habite à Montréal et je suis là aujourd'hui par rapport à la création et à l'existence du forum Café Salé qui a fait quelques années maintenant. Ça fait quelques années qu'il est là. Et puis, ce qui me motive à me lever le matin, beaucoup de choses. J'aime faire plein de trucs, donc c'est difficile de t'en dire une, mais la principale motivation depuis ces 5 dernières années, c'est que j'ai un enfant qui me lève en fait. Tu m'étonnes, ouais. Donc je dois préparer les petits déj et puis faire toutes les choses qu'une maman fait. Mais sinon au niveau juste créa, en ce moment c'est d'aller à mon atelier de céramique et de commencer à faire des petits animaux en porcelaine. Ouais, parce que tu es une grande fan d'animaux, si je me trompe. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ma vie, c'est ça. Ouais. Je lisais, parce que quand tu me dis que tu fais tellement de choses, quand j'ai un petit peu été voir ton Instagram, etc., tu disais à un moment donné que tu n'aimais pas qu'on te définisse que ton job n'est pas ton job principal, mais que ton job, c'est d'apprendre des trucs, parce que justement, t'es intéressé par plein de choses. Tu pourrais développer? C'est ça. Je suis un peu hyper active dans ce sens-là, c'est que j'ai un job principal, donc un job alimentaire entre guillemets. J'ai aussi fait beaucoup d'illustrations. Je suis passée par vraiment beaucoup de cases dans ma vie professionnelle, ce qui fait que j'ai un parcours un peu atypique. Mais voilà, c'est ça qui me motive en fait, c'est d'apprendre de nouvelles choses et de faire de nouvelles choses. Donc en ce moment, je suis consultante SEO, experte SEO, donc c'est le référencement des sites web, l'optimisation pour le référencement pour Google. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est comment faire pour être numéro 1 quand on tape un mot-clé sur lequel tu vas apparaître sur Google. Ah d'accord. Ouais. Mais c'est bon de te connaître du coup, comme ça, voilà, pour tous les auditeurs. Vraiment... C'est ça, voilà. Si vous saviez pas, ce métier existe et fonctionne très bien. Et donc je fais ça donc pour mes clients qui sont restés en France. C'était mon ancien job en fait qui m'a gardée en tant que freelance.
D'accord. Je fais aussi de l'illustration, mais j'ai peu à peu arrêté de travailler pour des éditeurs. Je travaille maintenant que pour des particuliers. Donc, Ouais. principalement, c'est des gens qui disent ah, je voudrais un dessin de 36 petits chiens et moi je le fais. Ouais. Et puis j'envoie les originaux en fait. Donc c'est vraiment un système de travail d'illustration vraiment différent du classique travail avec les éditeurs. Ouais. Je fais aussi depuis 3 ans là, je fais de la céramique. Donc c'est comme de la poterie, mais sauf que je fais pas des assiettes et des bols et des tasses. Je fais vraiment des petites figurines d'animaux Ouais. On et aura de la l'occasion d'en parler. bijouterie. Ouais. Donc on en parlera plus tard si tu veux. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour mes activités professionnelles. Mais à côté de ça, j'ai aussi fait une formation d'apicultrice. J'ai fait pas mal de jardinage. J'ai des plantes tropicales à la maison. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment tout un écosystème autour de moi. Et Ouais. le point commun, c'est que j'aime faire grandir des trucs. Ah oui. Voilà. Ouais. Ouais. Moi, j'avais vu le côté nature et Voilà. animaux, mais c'est vrai que qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de faire pousser les choses? Je sais pas, c'est hyper satisfaisant d'avoir une espèce de petit bout de machin, que ce soit une plante ou un petit animal ou un jardin, et de voir que ça grandit, que ça pousse et que ça devient un truc autonome, comme le café en fait, comme le forum. Tu vois, c'est vraiment une espèce de point commun à tout ça. C'est d'arriver, d'avoir des espèces de petits embryons de dessinateurs, de créatifs, et d'essayer d'arriver à les pousser pour qu'ils arrivent à leur potentiel, ce qu'ils aiment faire, et Ouais. qu'ils découvrent un peu que c'est possible. Oui, c'est quelque chose aussi Voilà, qui c'est m'intéresse juste beaucoup. hyper gratifiant, c'est ça. Ouais. Et c'est très organique aussi parce que Ouais, voilà, vraiment. il y a ce lien dans tout ce que tu fais. Mais comment tu fais pour faire toutes ces choses? Parce que quand je voyais la liste de tous tes centres d'intérêt et qui touchent voilà justement beaucoup aux animaux et à la nature et aux arts visuels, mais pas que, hein, comme ton job principal, etc. Ouais, il C'est y a aussi fou. un côté très technique et très calcul, statistique, analyse et tout que j'aime beaucoup. Mais comment je fais? Bah, je dors pas beaucoup. Voilà, tout s'explique. Je travaille vraiment beaucoup, et puis mais je le vis pas comme une contrainte en fait. C'est juste que mon intérêt switch d'un truc à l'autre, et j'aime tellement ce que je fais. Je suis aussi très rapide en général dans ce que je fais. Quand j'apprends un truc, j'arrive Ouais. à le maîtriser Ah oui. Ouais, ouais, assez ouais. vite. Trop fort. C'est drôle, Donc, tout ce travail que tu fais avec les particuliers, parce que souvent dans la profession, j'ai l'impression qu'on se dit souvent on évite de travailler avec des particuliers parce que ça devient vite compliqué, que travailler avec des DA qui connaissent un peu les ficelles, c'est plus simple, alors que toi, tu fais ça à fond les ballons. ouais, en fait, j'ai pendant très longtemps travaillé avec beaucoup d'éditeurs, des DA, des agences de pub, et même des grosses agences de pub, genre Publicis etc. Et en fait, j'ai été vraiment refroidie par plusieurs choses. Ouais. C'est-à-dire que les conditions de travail sont vraiment de moins en moins respectueuses des gens, je trouve. Hmm. En termes de contrat de travail, de rémunération, on n'en parle même pas parce que c'est vraiment limite du mépris dans la plupart des cas. Et puis, comment les gens te parlent et considèrent ton travail, c'est vraiment t'es vraiment considéré comme un jetable en fait, comme un produit jetable, et je peux plus faire ça en fait. Je suis Hmm. vraiment fatiguée de cette espèce de pression constante et de manque de respect global. Donc en fait, j'ai commencé à prendre des commandes pour des particuliers, et juste le fait déjà je fixe mes prix, il y a personne qui vient me discuter. Si les gens ils trouvent que c'est trop cher, et ben ils vont ailleurs en fait, ils font autre chose, et c'est pas grave. J'ai pas de reproche ou de négociation ou de ah oui mais t'es trop cher. C'est genre ils ont pas les moyens, bah tu vois, c'est pas grave, tu peux demander à quelqu'un d'autre, ou Bien sûr. tu économises et puis tu reviendras plus tard. J'ai pas de problème à ce sujet-là. Et puis surtout, les gens sont contents. C'est con à dire, mais tu sais, t'envoies ton truc et les gens sont vraiment contents. Ah bah Dans oui. leur cœur, là, tu sais, genre, ça leur fait plaisir. Ils sont ravis. Ouais. Et ils te le disent. Alors que quand t'envoies un job à un éditeur, les mecs sont là genre, ah, c'est pas assez jaune, c'est pas assez festif, les yeux sont trop rapprochés, ou que sais-je. Et
il y a jamais cette espèce de joie de recevoir un boulot. Ouais. Et ça, c'était vraiment un truc qui me frustrait à fond. En plus de tout le côté administratif chiant. Oui. Mais donc ouais, c'est ça que j'ai trouvé en bossant pour des particuliers. Donc certes, moi c'est un à côté, ça c'est pas du tout mon principal gagne-pain, mais je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça l'est, et qui prennent uniquement des commissions de particuliers et pas du tout de boulot ou moins de boulot des éditeurs et à qui ça convient très bien. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est la grosse différence, le fait de pas avoir des gens d'avoir des retours positifs et pas négatifs. Ouais. Voilà. Si les éditeurs m'entendent, dites aux gens que vous appréciez le travail qu'ils font pour vous. C'est super important. Franchement, c'est presque aussi important que la paye au final, quoi. Ouais. Mais du coup, ce regard sur justement les métiers de l'illustration, par exemple, etc. J'imagine que tu n'as pas toujours eu ce regard-là, et là, on fait une sorte de flash forward où aujourd'hui, tu vois, tu fais de l'illustration pour des particuliers, la céramique, etc. Mais à la base, est-ce qu'on pourrait remonter un peu dans le temps? Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu es tombée amoureuse de l'illustration à l'origine? Alors en fait, j'ai un peu la même histoire que tout le monde. J'adorais dessiner quand j'étais petite. Ouais. Donc je dessinais tout le temps sur mes carnets, sur mes agendas. Je pense que s'ils n'étaient pas partis à la poubelle depuis belle lurette, on pourrait retrouver des pages et des pages dessinées. Je faisais une petite BD avec mes copines quand j'étais au collège et au lycée. C'est vraiment un espèce de fil conducteur. Mais comme c'était pas un métier sérieux, mes parents m'ont pas encouragée et m'ont poussée à faire d'autres études très sérieuses. Ce qui fait que je suis passée par tout un tas de méandres pour finalement me retrouver à faire un contrat pro en web design. Ok. Et par des rencontres complètement fortuites, en fait, j'ai rencontré Bengal. D'accord. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je vois pas qui c'est, non. Oh waouh. C'est un Différence de génération peut-être. Ouais, c'est un dessinateur de comics et c'est vraiment un mec ultra talentueux. Il a fait pas mal de BD aussi. Il était au studio 510 avec Morvan et puis d'autres auteurs de BD. D'accord. De la scène française des années 90-2000. Ouais. Et puis, donc c'est lui qui m'a appris, enfin qui m'a en tout cas poussé là-dedans dans le dessin. Et j'ai commencé en étant coloriste de BD. Donc, par des connaissances comme ça de ces gens-là, ils m'ont dit bah tiens, t'as qu'à essayer de bosser sur cette BD qui était à l'époque dessinée par un gars qui s'appelle Gérald Parel, qui est aussi aujourd'hui, je pense qu'il est concept artiste aujourd'hui et pareil c'est un mec ultra talentueux et vraiment vraiment doué en dessin. Il est incroyable. Il a peu de présence en ligne, mais franchement ça vaut la peine de le chercher. Et puis donc j'ai commencé par faire de la couleur sur ses dessins à lui qui étaient géniaux. Et en même temps, je finissais mon contrat pro dans le web là, et puis j'avais un projet de fin d'année. Je devais faire un site. Et puis je me suis dit merde, putain, un site, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc je me suis dit bah je vais allier ces deux trucs. Et à l'époque, on se parlait beaucoup sur MSN. Ah bah oui, ouais, j'ai connu. Ça date. Et on s'envoyait les dessins entre nous, entre moi qui débutais et puis tous ces gars-là qui étaient déjà des pointures. Et donc, on s'envoyait les dessins pour s'auto-critiquer, tu sais, pour savoir bah, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux améliorer. Et donc, je me suis dit, bon, bah écoute, t'as un site à faire, tu vas essayer de joindre l'utile à l'agréable. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait Café Salé. C'est drôle. Avec à l'époque Bengal et puis un autre gars qui s'appelle Stan, qui je sais pas ce qu'il devient en réalité. J'ai un peu perdu de vue. Et qui était aussi dessinateur de BD. Et puis c'est comme ça que c'est né.
Et donc à l'époque, il y avait Bengal, il y avait Spart qui aujourd'hui bosse pour Microsoft et qui est aux États-Unis. Et puis il y avait aussi Benjamin Carré, qui est un autre illustrateur ultra fort. Et puis voilà, c'était un peu le groupe de départ. Ce qui les rejoignait à l'époque, c'est qu'ils bossaient tous pour un studio de jeux vidéo qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Darkworks. D'accord. Qui faisait Alone in the Dark à l'époque. Ouais. Donc tu vois, c'est vieux. Parce que Ouais. la moitié sur des gens qui ça. vont écouter. Ouais, c'est ça. La moitié des gens qui vont écouter ça, qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le musée du jeu vidéo. Ouais, c'était un peu. Donc ça date d'il y a 20 ans. Voilà. Ouais. Et donc au début, il y avait tout de suite le forum, ou ça ressemblait à quoi au début Café Salé? Ouais, au début, il y avait tout de suite le forum. Il y avait j'avais trouvé un forum, un système de forum en open source qui s'appelait PHPBB à l'époque, qui nous a duré jusqu'à l'année dernière. Et puis j'ai monté quelques pages autour. J'avais essayé de faire des petites galeries, des petites choses comme ça. Ouais. Et donc j'ai eu mon examen, bravo à moi, avec ce truc. Et puis après, c'était parti une fois que on a été 5, 10, et puis après, ça s'est jamais arrêté, en fait. C'était le bouche à oreille. Ouais. Incroyable. Donc, ouais, c'était vraiment parti d'un truc comme ça. C'était ça, c'était mon projet de fin d'études. Et tu peux nous faire un petit tour du proprio pour les personnes qui ne connaissent pas Café Salé, notamment les auditeurs qui sont peut-être encore un peu plus jeunes, qui n'ont pas du tout connu. Alors en fait, c'était donc c'est toujours, mais là c'est vraiment sur la fin, mais j'en reparlerai après. C'était un forum donc qui permettait de notamment montrer ses travaux d'illustration quand on était illustrateur, débutant, professionnel. Tout le monde était au même niveau. En fait, il n'y avait pas de distinction. Et puis de recueillir l'avis des gens, en fait. Mais plutôt des avis techniques, pas des j'aime pas, mais on insistait vraiment sur genre, est-ce que tu as une critique constructive à apporter? Ouais. Donc voilà, ça permettait vraiment aux gens de s'améliorer comme s'ils étaient en cours d'école d'art, en fait. Ouais. Mais le tout était gratuit, très communautaire. On essayait de se voir aussi, donc on avait Ah, c'est vrai? on avait nos quartiers généraux à Paris, dans un bar à Bastille qui s'appelle Les Furieux, qui est tenu par Pascal, qui est devenu un ami au fil du temps. Et on se faisait des soirées là-bas, c'était assez mémorable. Il doit y avoir des photos sur Internet. Pourquoi mémorable? Parce qu'on était très jeunes et c'était très très drôle. C'est des soirées, tu vois, de potes au final. Ouais, bien sûr. On s'est tous connus là-bas, on a noué beaucoup d'amitié. Il y a eu beaucoup de gens qui sont en couple aujourd'hui à cause de nous. Enfin, c'est vrai. Mais c'est toute une histoire. Il y a vraiment, et à l'âge d'or entre guillemets, il y avait plus de 30 000 personnes inscrites sur le forum. Donc ça fait du monde. Il y avait des meet-up un peu dans toutes les régions. Il y avait dans les dernières années. Les gens s'organisaient du coup en région pour dans les villes. Il y avait les rencontres mensuelles, genre à Rennes, à Lyon, à Strasbourg, à Montpellier. Il y en avait vraiment partout. Et moi, j'étais à Paris à l'époque, donc moi, je faisais les réunions à Paris. Et t'avais anticipé ça? Enfin, je veux dire. Absolument pas, jamais de la vie. Non, j'avais pas de plan, vraiment pas. C'était. J'ai toujours fait ça gratos en plus, donc. Ça te faisait quoi quand tu voyais la chose prendre de l'ampleur? J'avais pas de recul en fait, j'étais vraiment dedans et moi je trouvais ça génial de m'être fait autant d'amis et autant de gens avec des intérêts communs. Ouais. Et on organisait plein de trucs, on organisait des expos, on organisait des tonnes et des tonnes de choses avec ça. Ouais. Parce qu'il y avait une émulation puis une grande motivation. Ouais, c'était un point de ralliement Café Salé, c'était un sentiment d'appartenance très fort, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'était vraiment communautaire, c'est vraiment avec des gens de tous les horizons, mais on était vraiment soudés, on peut dire ça, je pense. Ouais.
et un forum à la base. Et puis, comme tu dis, au fur et à mesure du temps, vous avez organisé des expos, des ateliers, des conférences, des rencontres, etc. Ouais. J'imagine que ça devait quand même être, enfin, beaucoup d'organisation, tout ça. Comment t'as Ouais. vécu tout cet aspect-là? Bah, disons que comme j'étais assez jeune, j'avais pas beaucoup de responsabilités hormis ma propre peau et puis mon boulot de freelance ou d'autres choses selon les années. Je suis passée par pas mal de cases. Ouais, Euh, En fait, ça se faisait un peu tout seul. J'ai de bonnes capacités d'organisation, donc j'arrivais bien à gérer les invitations, les expositions, récolter des dessins, imprimer les choses. C'était vraiment quelque chose qui moi me prenait de l'énergie, mais ça se passait plutôt bien ouais, dans cette période-là. Après, au bout d'un moment, ça a commencé à prendre de plus en plus de temps et et a aussi éveillé des intérêts économiques, on va dire. Donc, c'est à ouais, ce moment-là que, mais pas de ma part, en fait, c'était plus de la part de d'autres gens. Et c'est à ce moment-là quand on a fait le premier artbook, en fait, on s'est dit, ce serait ouais, chouette de faire un bouquin ouais, qui rassemble tous ces boulots-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est associé avec Ankama, en fait. ouais, Donc Ankama Édition, qui était à Roubaix. Et, euh, et ça a donné une petite maison d'édition qui a duré quelques années, pas très longtemps. ouais. Café Salé Euh, Inc., c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Et puis, donc avec ça, on a pu éditer pas mal de livres. Ouais, J'ai plus le compte en tête, mais je crois qu'il y en avait une trentaine. ouais, quand Et même, hein. s'en tirer un petit salaire au fur et à mesure du temps. Et puis en fait, ça a jamais vraiment beaucoup marché parce que pour plein de raisons en fait. Moi, Pourtant, pourtant, les livres les livres sont une fonctionnaient. référence, quoi. Enfin, Ouais, les ouais, mais artbooks. en fait, ça avait un gros succès d'estime, mais on s'est vraiment heurté au côté managérial slash business slash marketing des éditions Ankama qui étaient pas du tout au point en fait. D'accord, Au niveau force de vente et promotion, c'était vraiment à la rue quoi. Ce qui fait que si moi je sortais en salon et j'amenais mes bouquins, je vendais tout. Mais ouais, pour ce qui était de les présenter aux libraires et de les vendre aux libraires, il y avait plus personne et moi je pouvais pas faire toutes les librairies de France ouais. donc au final ça s'est terminé un peu comme ça en eau de boudin Ah, d'accord. mais enfin, moi, j'en retire quand même une grande fierté de ce moment-là, parce que nous, on a fait notre part, en fait. On était vraiment contents de faire tout ça. On a fait vraiment Bah plein de ouais, trucs. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin. On aurait pu c'est vrai. vraiment T'aurais devenir. voulu aller plus loin? Ben, ouais, si j'avais eu les moyens et le soutien logistique adapté, ça aurait été super. T'aurais fait quoi? Euh, je pense que j'aurais fait un, un ArtStation slash Ah oui, ouais, carrément. Ça aurait pu être vraiment super. Mais voilà, ça s'est pas fait pour plein de raisons qui font que voilà. Après, tu peux pas porter les projets. Enfin, toute seule, je peux les porter jusqu'à un certain point, mais ouais, après, bien sûr. je peux pas, je peux pas tout gérer. Ouais, c'est vrai que ça doit être particulier de débuter quelque chose de vraiment, entre guillemets, spontané avec quelques potes, vraiment en grosse ambiance pote. Ouais, Le projet prend de l'ampleur, puis soudainement, évidemment, il y a des intérêts économiques parce que quand quelque chose ouais, marche et attire l'œil, ben pourquoi pas. Et puis après, tu t'es heurté à la réalité en fait, qui était ouais, beaucoup plus complexe que, que l'aspect spontané des débuts. ouais, c'est ça. Et puis, faut se dire aussi que moi, je me lance là-dedans. J'ai zéro formation. Je suis pas éditrice. Je suis pas. Ouais, J'ai pas de, j'ai appris tout sur le tas. Donc forcément, ah bah, ouais, tu fais aussi des petites erreurs. T'es pas ultra carré dans tout. Mais voilà, la motivation remplaçait une bonne partie bien sûr. Ouais, mais à un du moment donné, la reste. motivation, t'as besoin d'être soutenu, quoi. Bah, ouais, c'est ça en fait. C'est que quand t'as plus rien derrière, quand t'as des commerciaux qui te sapent un petit peu le truc et le projet et puis qui se disent que ouais, il ferait mieux de vendre le truc qui est plus facile à vendre au final plutôt que de faire l'effort, bah tu dis bon bah écoute,
Ouais. S'il y a personne à côté de moi, je peux pas, je peux pas me battre. Et puis voilà, finalement, c'est un jour, ils ont restructuré Ankama Édition. Ils ont dit, bon, bah, vous gagnez pas assez d'argent, salut, bye. Mais c'était du jour au lendemain, par contre, c'était Ah ouais. vraiment. Ouais, Ok. là, c'était un peu plus dur pour moi parce que ça fait vraiment le truc où, tu sais, genre, tu y mets toute ton énergie, puis un jour, on te dit, non, mais va, va pointer à Pôle emploi, là, puis on en reparle. Ouais. Donc, ouais, là, ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit, bon, j'en ai marre, je vais prendre une job dans une boîte, n'importe laquelle, n'importe quoi. Ah, Et d'accord. ouais, et j'ai arrêté, j'ai cherché un boulot. Ouais. Euh, et 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 c'est la c'était fin de assez l'histoire. dur. Merci beaucoup. Salut, bye et bonne journée. Générique. Non, non, vas-y, continue. Non, donc j'ai pris un autre boulot, puis j'ai continué un peu le café sur le côté. Et puis après, en fait, moi, ma motivation par rapport à ce truc, à ce projet-là, c'est petit à petit, c'est détendu parce qu'au final, j'avais besoin de travailler d'un autre côté. Et puis, je rentrais le soir, j'étais crevée. Et, euh, et puis, ça s'est petit à petit éteint, en fait. J'avais plus envie. Ouais. Et un autre truc qui m'a fait m'éloigner vraiment de ce projet, c'est que on a lancé le dernier artbook qui était en place, le tout dernier, après la fin des éditions. Ouais. Et donc la fin des éditions, c'était le chaos total. Moi, j'étais plus à Paris. Ils ont déménagé, ils ont jeté un serveur. Enfin, c'était vraiment le merdier. Et puis donc on a perdu tout un tas de données Ouais. informatiques, donc des fichiers, des bouquins, des trucs et des machins, qui étaient plus très graves, mais sauf que il y avait cet artbook 8 qui était là-dedans. Donc on a dû refaire toute la récolte, refaire tout le bouquin 2 fois. En plus du financement participatif qui s'était Ouais. bien passé côté public, genre on avait vraiment dépassé notre objectif et tout, on était très contents. Mais après, moi, je me suis retrouvée toute seule avec ma job et gérer ce bouquin. Donc vraiment en mode, eh ben démerde-toi et rame. Et j'ai dû Ouais. remonter la maquette, etc. Heureusement, j'avais la fille qui s'occupait de toute la technique d'impression chez Ankama qui était restée vraiment super dispo et qui m'a vraiment sauvé la vie sur ce projet-là, ce qui m'a aidé à regérer l'imprimeur, etc., retrouver les prix, les livraisons, les machins. Ouais. Donc ça, c'était vraiment génial. Et après, ben, j'ai mis super longtemps parce qu'en plus, tu sais, j'avais espèce de pression des gens qui attendaient le bouquin et moi qui n'arrivais pas à finir ce livre, à le remaqueter, à faire les trucs. Et, euh, et finalement, j'y arrive, j'imprime les machins, je reçois les livres, 1000 bouquins Ouais. et 1000 bouquins dans mon garage, oh mon Dieu, sur des palettes. Waouh. Mais quand j'ai vu les trucs arriver, je me suis dit, oh putain, je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir, je vais dire aux gens que c'est fini, je vais tous leur rembourser, je vais redépenser. Puis, puis je sais pas, je me suis dit, non mais allez, on va quand même le finir ce truc. Ouais. Et donc Mais les gens me détestaient parce que ça faisait super longtemps qu'ils attendaient leur livre. Et, ouais. j'étais désolée, mais tu vois, quand t'es pris dans ce truc-là, en fait, t'es cette espèce de fin de projet / limite burn-out / tu reçois des messages pas du tout encourageants, t'es là genre ah. Ouais, ouais, Et, ouais. à l'époque, en fait, je donnais des cours d'édition et de graphisme un peu à une école à Bordeaux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais mes petits étudiants là de master en illustration qui étaient hyper motivés et motivants. Et je leur ai dit, les gars, est-ce que vous voulez venir m'aider? J'ai 1000 bouquins dans mon garage, il Ah, faut venir génial. faire 1000 colis. Et ils sont venus. Ouais. Et je les remercie encore. C'est vraiment j'allais dire des gamins, mais ils ont 25 ans, les pauvres. C'est vraiment des personnes super et ils sont venus m'aider pour
pour faire tous les colis et puis finir, boucler ce projet-là. Et après ça, en fait, je crois que ça a épuisé mes dernières forces pour ce projet. T'as pu finir en bonne et due forme, mais après, tu as besoin de passer à autre chose. J'avais vraiment plus envie. Je comprends. Donc, c'est ça. Et, c'est ça. Et avant de passer justement à la suite, j'imagine, j'ai encore, il y a 2-3 trucs. Tu sais, par exemple, les artbooks, il y en a beaucoup dans le milieu qui les ont vus, etc. Mais quand vous avez eu cette idée, est-ce que tu as trouvé que ça avait apporté une nouvelle dynamique dans la communauté? Est-ce que ça stimulait la créativité? Est-ce qu'il y avait même un peu un sentiment de compétition pour qui va être dans le livre? Enfin, tu vois. Raconte-moi ça un petit peu. Ouais, c'était vraiment au premier bouquin, on se disait on va faire 100 pages. Et en fait, on a eu tellement de bonnes candidatures et de trucs super beaux. On va faire 300 pages, quoi. Et on s'est retrouvé avec un bouquin de 300 pages et c'était génial. Enfin, c'était vraiment formidable. Et après, on s'est dit, on va en faire un l'année d'après parce qu'il y avait encore, cette espèce de motivation. Mais au début, il faut se dire qu'on n'était pas parti pour en faire un par an. On était parti pour en faire un. Et après, en fait, c'est le genre, on était porté par cette espèce d'enthousiasme de tout le monde qui trouvait ça génial et que c'était une fierté pour eux de se retrouver dans des bouquins alors qu'ils étaient, à côté de ça, pas forcément édités ou pas forcément considérés par les éditeurs comme des auteurs potentiels. Donc pour eux, c'était une sorte de consécration / fierté et vraiment ça ancrait leur participation aussi à ce projet, à cette communauté-là. Donc non, c'était vraiment les gens étaient très très motivés et il y avait une compétition. Il y avait genre les gens qui se préparaient, qui étaient au taquet là d'envoyer leur candidature et tout. Et à un tel point que il y avait des moments où on devait faire des choix et il y avait qu'un nombre de pages limité, donc des fois il y avait des gens qui se retrouvaient pas dans le bouquin un peu au dernier moment, genre désolé la maquette, ça des fois ça a pas de pitié quand on peut pas dire on va te caler dans un petit coin. On avait vraiment des guidelines et tout, et il y a vraiment des gens qui m'en veulent encore, je pense. C'est vrai? Ah ouais, j'ai reçu des mails des fois genre c'est plus la peine de me parler. Oh là là, mais c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Non, surtout que tu avais un gage de qualité, quoi. Enfin, tu étais obligé de sélectionner les choses. Ouais, c'est ça. Donc je comprenais les déceptions, mais à l'époque, aujourd'hui, je pense que je le prendrais moins à cœur, mais à l'époque, j'étais vraiment, vraiment dans le truc et je me disais, ça te brisait le cœur. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. De toute façon, on sent de toute façon chez toi, que ce soit au niveau de Café Salé, mais aussi au travers de ton travail personnel, ce désir de connexion humaine avec les autres et de prendre les choses à cœur. Et puis, que ce soit tous les conseils sur ton blog ou les conseils, les articles qu'il y avait sur Café Salé, etc. On sent ce désir de se remonter les manches et de partager des billes et de partager et de mettre en avant un maximum de personnes. Donc, je peux très bien imaginer que quand la mort dans l'âme, t'étais un peu genre, non, je suis désolé, je peux pas, ça devait être un petit peu un pincement au cœur. C'était ça, c'était vraiment le crève-cœur à chaque fois, mais en même temps, voilà, si c'était pas cette fois-là, ça aurait été une prochaine. Et puis, vous en avez fait 8 au final, donc ils avaient de nouveau une chance. C'était pas mal. C'est clair. Et puis, encore une fois, c'était vraiment de bonne volonté, quoi. C'était pas dans un but lucratif ou pour se faire mousser nous, tu vois, c'était vraiment pour mettre en avant. C'est ça. Et puis ça stimulait la communauté, ça créait une énergie. Nous, à une toute petite échelle, on a le Patate Club qui est. Alors il y a le Patate Club qui est devenu le Patreon, mais à l'origine, le Patate Club, c'est un défi d'illustration sur Instagram qui a été lancé par l'une des Patreons du podcast. Et tous les mois, il y a un thème. En ce moment, c'est le cinéma. Le mois prochain, ce sera le lettering. Enfin, il y a à chaque fois un thème. Et franchement, ça fait hyper plaisir de voir tous les jours de nouvelles participations. Donc, c'est à une toute petite échelle. Donc, j'imagine que toi, vu aussi, c'était des trucs colossaux. Enfin, en termes d'image, je sais que moi, j'ai moins les mêmes références que toi en termes de speed painting ou toutes les personnes qui sont passées sur Café Salé. Moi, mes références d'illustration, elles sont différentes. Il y a pas mal de noms que j'avais vu circuler en préparant l'interview. J'étais genre, je connais pas du tout, c'est pas du tout ma scène.
Euh, mais bref, Ouais, moi, en tout cas, moi, ce que je me rappelle, vraiment. c'est que c'était des images très impressionnantes, quoi. Ouais, on a 10 ans de différence, donc ça joue, puis ça va de Ouais, plus en plus vite. ça s'explique Donc cela. c'est normal, mais oui, oui, c'est super motivant de voir. Et surtout, moi, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir des gens démarrer et avec des trucs franchement pas terribles et de les voir 1 an, 2 ans plus tard arriver à des niveaux pro et décrocher des jobs Ouais, et gérer des trucs. Enfin ouais, je trouvais ça vraiment génial. Ça. ouais. Vous avez pu accompagner diverses personnes qui ont percé par la suite, j'imagine. Ouais, 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 carrément. Non, Ça bah, devait être. il y en a plusieurs. J'ai pas de liste de noms de gens, mais il y en a plusieurs là, dont je suis vraiment fière. J'ai pas de, tu vois, paternité ou Ouais, quoi que ce soit, ou de maternité dans mon cas. Mais par rapport à eux, j'ai rien fait concrètement dans leur carrière. Ils ont tout fait tout seuls. Et ouais. c'est juste de les avoir vus vraiment pousser comme ça. Je trouve ça vraiment ouais, Ouais. gratifiant, quoi. Bah, t'as offert une structure, enfin, c'était la structure Ouais, c'est ça, bienveillante qui a permis. j'ai fait le tuteur. Ouais, bah, ça t'a permis ça a fleuri, hein, le côté, ça pousse quoi. T'as vu des talents pousser en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, d'avoir vu tous ces gens, ouais, devenir des professionnels et puis avoir une carrière et des fois vraiment du succès là, c'était Ouais, ça c'est ouf. génial. Mmh. Et il y a un projet qui a piqué ma curiosité et que je trouvais vraiment ouf et que j'aimerais bien qu'on puisse en discuter, c'est le projet Magnitude 9, les dessins pour le Japon. Tu pourrais m'en parler? Oh bah, ça c'était pareil, c'était un truc qui allait hyper vite. Quand on a vu le tsunami arriver au Japon, là, c'était un truc. On était tous, c'était comme pour le 11 septembre, on était Ouais, scotchés dans les news et on savait pas quoi faire. On était genre, mais putain, mais ça a pas de sens, c'est complètement ouf. Et on avait à cette époque-là pas mal de projets qui étaient en relation avec le Japon. On travaillait notamment avec un auteur qui s'appelle Rémi Ménègre, qui a fait les livres Voyage au Japon hein, et qui lui est un passionné du Japon et qui a vraiment une connexion avec cette culture-là. Et en même temps, on travaillait aussi un peu de loin entre guillemets avec Jean-David Morvan qui est scénariste. Et puis on travaillait à des projets avec la galerie Art Ludique à Paris. ah oui, ouais, ouais. Et je sais plus, je crois on en a parlé vite fait, on s'est dit, bon, et on n'a qu'à faire un bouquin uniquement à but caritatif pour, tu sais, genre, envoyer des fonds aux gens qui ont genre, tout perdu. Ce sera une petite miette de pain dans un univers sûrement de donations et de désastres et de tout ça, mais voilà, on veut faire une petite part. Et on a lancé un appel, on a dit, bon, bah, qui veut faire un petit dessin et on va tous les mettre dans un livre et puis on vendra le livre. À cette époque, on avait la structure d'édition, donc on pouvait le faire. Ouais, Et on pouvait tout à fait créer un projet et en verser tous les bénéfices. C'est genre rembourser juste l'impression ouais. et le travail et puis reverser tous les bénéfices à une association. Et donc, c'est ce qu'on a fait et on a eu des participations, mais par milliers. C'était incroyable. C'est vrai. On avait, à cette époque-là, on avait un blog et on avait eu une couverture médiatique minime, mais j'avais jamais eu autant de visites sur le site. C'était juste complètement zinzin. Et puis, bah, on a continué le même système qu'on faisait, donc on a sélectionné les dessins. On a eu quelques invités vraiment intéressants à l'époque. On avait des auteurs un petit peu connus et tout dans ce bouquin. Et puis on a contacté Art Ludique pour savoir si on pouvait faire une expo / vente aux enchères. Et ils ont dit oui. Et donc on a eu une vente aux enchères des originaux du bouquin. Et je crois qu'à l'époque on avait levé, si je dis pas de bêtises, c'était 35 000 € sur la vente aux enchères et à peu près non, je crois que c'est 10 000 € pour le bouquin. Ok. Donc qu'on avait envoyé
via je sais plus quelle fondation, mais qui ont tous été pour aider les gens qui avaient tout perdu pendant le tsunami et voilà. Et c'était vraiment un projet qui venait du cœur, qui nous a probablement pas aidé sur notre côté rentable d'entreprise, mais qui était vraiment pareil, profondément humain, et on voulait vraiment juste aider et faire quelque chose de significatif à notre échelle, en fait. Et voilà. Non, ça c'était vraiment un projet super super passionnant. Et puis en plus le bouquin est vraiment joli. Je l'ai plus chez moi là, j'ai laissé tous mes livres en France, mais c'est vraiment, si t'as l'occasion de le feuilleter, c'est vraiment un beau livre. Non, puis j'imagine ça devait avoir une portée différente aussi. C'était pas juste pour vous mettre en avant l'aspect humanitaire, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour aider, quoi. On voulait pas nous spécialement retirer quoi que ce soit. C'était juste genre viscéral. C'était viscéral, parce on a été vraiment influencés par cette culture. On a été tous on a lu du manga quand on était petit, on a regardé les Goldorak quand on était petit. On était vraiment je sais pas, imprégnés de ça, et on trouvait ça juste normal de pouvoir redonner un tout petit peu à notre échelle de ce qu'on pouvait dans ces conditions dramatiques, en fait. Bien sûr. Mais j'ai vu que ça avait été l'anniversaire là, et ça m'a remémoré les images. C'était, oh là là, c'était tellement choquant. Mais et c'est toujours une zone interdite, etc. Enfin, c'est vraiment triste. triste. Mais ça devait être super encourageant de voir toute cette communauté se fédérer ensemble pour une cause commune et transcendantale, quoi. Ouais, c'était génial, parce qu'en plus on a tout le monde nous a dit oui à tout ce qu'on a voulu faire et tout ce qu'on a voulu gérer par rapport à ça. Donc non, il y avait une belle adhésion globale. Personne n'a boudé parce qu'il n'était pas dans le livre. Et ça, c'était super. En tout cas, ils me l'ont pas dit. Peut-être qu'il y en a qui ont boudé. Ça aurait été un peu mal placé pour ce bouquin-là. Après, tu sais que dans tous les travaux qu'on a vus, on a quand même des choses qu'on n'a pas pris, parce que des fois c'était pas très sensible les productions, mais donc on a encore une fois fait une sélection. Mais non, globalement ça s'est vraiment hyper bien passé. C'était vraiment un super projet. On était vraiment très contents. Et puis encore une fois, c'était aussi l'occasion pendant la vente aux enchères là, de voir les gens, de se rassembler, de discuter, de resserrer les liens, de parler. Parce que un truc vraiment qui est hyper important, je trouve, pour les auteurs, les illustrateurs, les gens qui font de la BD, tous ces indépendants, c'est de se parler entre eux, parce que sinon on est vraiment tout seul et un peu à la merci des intérêts capitalistes. J'ai l'air d'une communiste en disant ça, mais c'est vrai, c'est vraiment, on est un peu seul contre la machine éditoriale, et c'est vraiment essentiel, je trouve, de se parler. C'est pour ça que moi je donne toutes mes recettes, tous mes conseils, tous mes contrats, tous mes prix. J'ai rien à cacher, en fait, je m'en fous. Personne va prendre ma place. Tu sais, genre, ta place est la tienne. Tu peux pas remplacer quelqu'un ou vraiment lui faire concurrence dans ces métiers. Et d'ailleurs, il y a un truc qui disait là, genre, tes collègues illustrateurs et tes collègues dessinateurs, les autres dessinateurs de BD, c'est pas de la concurrence, c'est tes collègues, vraiment. Absolument, Moi, j'ai toujours... il y a une expression qui dit... Je vais pas dans une culture de la rareté, tu sais, genre c'est chacun pour soi, on partage pas nos billes, et genre c'est tu meurs ou tu vis, enfin tu vois, c'est genre c'est moi contre les autres. Moi j'ai pas une vision du monde comme ça. C'est vraiment genre il faut se serrer les coudes, il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, faut se sortir les doigts des fesses pour que les choses se font, etc. Mais moi, je sais que par exemple ce podcast, je l'ai démarré parce que quand moi, je me suis lancé en tant qu'illustrateur il y a 8 ans, quand je suis arrivé sur Paris en 2013, et il y a plusieurs personnes
que j'ai par la suite intégré sur le podcast d'ailleurs, j'ai bénéficié de conseils de vraiment plusieurs personnes dans le métier qui ont vraiment jamais été avares pour m'aider. Et puis justement, je trouvais que parfois c'était compliqué de trouver les ressources. Donc du coup, le fait que des personnes me donnent des conseils quand moi j'ai débuté ce podcast et que j'avais ces questionnements justement, je me suis dit mais je peux pas garder ces choses pour moi parce que pour moi on est ensemble et donc en fait si la sauce monte pour tout le monde, bah ça monte pour moi également. Donc du coup tout le monde est gagnant. Enfin moi je suis très attaché au gagnant-gagnant. Ouais, c'est ça. Mais et c'est vraiment hyper important de s'entraider parce que sinon les éditeurs et d'autres prennent avantage. C'est obligatoire. Si tu communiques pas tes prix, si par exemple, et ça c'est ce qui s'est passé pendant longtemps, par exemple dans la BD les plus vieux, les gens expérimentés donnaient pas en fait leur grille de tarifs. Ils laissaient les jeunes auteurs se démerder. Ouais. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, les éditeurs, ils sont pas bêtes, ils voient le truc se faire. Et donc, ils proposaient de moins en moins. Et si t'as pas de référence, comment tu peux savoir Oui, bien sûr. si ton voisin, il est payé 500 balles la page et que toi, le mec te propose 150 euros, tu vas faire quoi? Tu vas accepter, tu vas te dire que c'est parce que t'es débutant, parce que c'est normal, parce que t'en as aucune idée, en fait. Donc, non, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment un truc, Ouais. c'est hyper important. C'est vrai que c'est des grilles tarifaires et que tout le monde s'y tient. Ben donc du coup, quand on se retrouve face à la machine capitaliste, Ouais, c'est ça. Alors tu dis ouais, mais pourquoi tu me proposes ça? Mon voisin, il est payé le double. ouais. Non, Mais non. c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que pour notamment les débutants, etc. Enfin, quand il y a toujours moins cher que toi, Ah ouais, et je que sais. t'as déjà pas beaucoup de travail et tout. Enfin, tu connais, hein. Ouais, je sais. C'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. Il y a des choses qui sont juste pas acceptables. Tu peux pas. Et à un moment donné, tu vois, si tu calcules ton prix à l'heure et que t'es payé moins que si tu bossais à McDo, est-ce que c'est vraiment rentable de faire du dessin? Est-ce que tu ferais pas mieux de trouver, tu vois, un job alimentaire et peut-être y revenir plus tard? Je sais pas. Parce Et que tu vas y passer plus d'heures, plus de temps et ton travail sera plus dévalorisé. Tu vas te démotiver. En plus, t'as aucune protection sociale, donc tu ouais, devrais te faire vraiment payer plus. T'auras aucune vacances, t'auras pas de couverture maladie. Et je parle même pas des femmes qui vont avoir un enfant, qui vont être enceintes et qui vont avoir genre 0 congé maternité pendant. Ah non, non, c'est vraiment hyper important de pas se dévaloriser, de se ouais, faire payer le juste prix parce que je rappelle que les éditeurs gagnent de l'argent. Ils ont beau pleurer ouais. euh, que c'est pas rentable et tatati et tatata, ils font des bénéfices. Gallimard, je sais plus, ils ont fait des bénéfices records là, basés principalement sur l'édition jeunesse. Donc faut vraiment, vraiment, vraiment faire ses devoirs avant Ouais. d'aller en négociation. Ouais, surtout quand c'est assez connu que l'édition jeunesse paye pas des masses, donc. Alors que Et c'est eux qui gagnent le plus d'argent. ouais, c'est ça, c'est fou. Et du coup, en t'écoutant là, je me pose la question, quel est ton regard justement sur ce côté métier passion? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, parce que voilà, on en est à presque 50 épisodes et il y a j'ai pu bénéficier de beaucoup de conversations et donc plein de gens retrouvent des tips, des ressources, des infos, etc., comme ce que tu partageais sur ton blog, etc. Mais il y a en filigrane, il y a ce désir pour beaucoup de gagner leur vie en quelque sorte en faisant un métier créatif. Et il y a souvent ce truc du métier passion, tu vois, genre où on est prêt un peu à tout pour vivre de sa passion. Mais au fur et à mesure du temps, je me rends bien compte que ce mythe du métier passion, enfin c'est presque un mythe, enfin je sais pas, c'est un peu à double tranchant. Enfin moi personnellement, je me sens je suis super reconnaissant de faire ce métier que j'aime beaucoup, que ce soit l'illustration, même le podcast, etc. Et de gagner décemment ma vie. Après voilà, on va passer construire une piscine avec des métiers comme ça, mais ouais, quel est ton regard sur... Enfin, quoi que peut-être, hein, peut-être, on sait pas. Hein. Ah non, en fait, mon regard, il est vraiment très pragmatique. C'est est-ce que mon garagiste, il fait un métier passion? Est-ce que tu vois, je vais lui dire, ouais, mais tu peux bien me la réparer, ma caisse, là, c'est un peu ta passion? Non, non, je suis désolée. C'est vraiment le côté métier passion, c'est vraiment l'argument des gens qui vont exploiter ce métier passion parce que Ouais, franchement, entre nous, on n'en parle pas comme ça. On n'est jamais dans cette espèce de trip de genre, ouais, ça va être génial.
je vais dessiner toute la journée. Non, c'est vraiment, si c'est un métier, et tout métier mérite salaire. C'est important de se faire payer à sa juste valeur parce que sinon, ça dévalorise le travail de tout le monde. Et, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire parce que ça implique une surproduction de livres. Je parle de l'édition, mais c'est valable pour à peu près tous les métiers créatifs. Donc, pour moi, il vaut mieux dire non à un contrat pas bien payé. Il vaut mieux dire mon prix c'est ça, et si t'es pas content, eh ben tant pis. Ouais. Il vaut mieux refuser de travailler pour des clopinettes et s'épuiser à essayer de faire plaisir à un éditeur qui sera jamais content parce que ces gens-là, au final, ce qu'ils voient, c'est un produit, c'est du marketing, c'est tout un tas de trucs, mais la considération pour l'auteur derrière, elle est vraiment minimale. Et il y a un syndicat des éditeurs, il n'y a pas de syndicat des auteurs. Le SNE là, t'inquiète pas que c'est eux, ils en parlent des prix, ils en parlent de combien ils vont gagner. Ils en parlent aussi entre eux et c'est vraiment cette espèce de monde un peu bipolaire entre les gens qui exploitent et les gens qui sont exploités, et les gens qui sont exploités doivent se parler et doivent se soutenir. Ouais. Parce que les éditeurs font de l'argent. L'éditeur est salarié, il n'est pas indépendant comme nous. Lui, quoi qu'il fasse, il a son salaire qui tombe à la fin du mois. C'est des entreprises qui ont des millions, c'est des boîtes. Je rappelle, Jacques Glénat, il met son argent dans des paradis fiscaux. Enfin, genre, c'est pas des gens qui gagnent 10 000 € le mois. C'est au-delà de ça, c'est des fortunes. Donc, non, je pense que c'est important qu'on se parle et que surtout on refuse des choses. Et c'est important pour ça de former aussi les plus jeunes et de leur expliquer que non, on ne peut pas accepter des livres jeunesse payés 1 000 € pour 30 pages avec 1% de droit. Ce n'est C'est pas clair. mais c'est même pas exagéré, hein, c'est ce qui est proposé. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est débile. Enfin, je préférais, faites du babysitting, ça vous rapportera plus. Vraiment. Ouais. En plus, vous aurez moins de problèmes, vous serez moins stressé, les gens seront plus gentils avec vous. Ouais, il y avait un super livre que j'avais vu, que tu avais mis en référence sur le blog du forum, je crois que c'est La négociation pour les nuls. Oui. Je l'avais vu passer à l'époque, ce petit. Ouais, c'est un petit bouquin, il est vraiment bien. Ce serait pas mal que je te retrouve si tu mets des liens sur. Ouais. En France, il y a la Charte des auteurs illustrateurs aussi qui défend les droits et qui sensibilise et tout. Il y a plusieurs organismes, mais j'ai l'impression que si jamais il manque d'assises. Enfin, ils font ce qu'ils peuvent, mais ouais. Comme quoi, je sais que moi, j'ai toujours été très attaché au côté DIY et justement le côté pas compter sur le système pour m'aider, mais plutôt cette bonne vieille énergie humaine, cette solidarité, le fait de ce que tu as fait, de compter les uns sur les autres et de se parler, de dire voilà, cet éditeur-là, tu vois, il paye mal, et ben nous on n'y va pas. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas soutenir un système qui t'exploite en permanence. Les gens ils craquent. Ouais. Et du coup, fort de toute ton expérience, etc., quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui peut-être justement, qui a encore des rêves plein les mirettes, etc., et qui a envie de bouffer le monde? Quel conseil tu donnerais parce que un métier créatif, c'est possible. C'est pas forcément simple, mais c'est possible. Et tu donnerais quel genre de conseil pour vraiment déjà, de faire des prix justes, de pas se laisser, de pas se trouver trop cher, de dire voilà, moi mon prix c'est ça, c'est comme ça que je travaille, et c'est pas autrement. Et oui, certes, les contrats seront peut-être moins nombreux, mais en même temps, dans mon expérience, à chaque fois que j'ai négocié un contrat à la baisse et que j'ai accepté une baisse, je me suis fait avoir. Ça s'est mal passé. J'ai même pas été payée alors que j'avais accepté une négociation. J'ai eu des gens désagréables, j'ai eu de tout, absolument tout. Le dernier bouquin que j'ai fait,
pourtant j'ai de l'expérience. Hein. Je signe un contrat, le mec me le signe pas, donc j'attends. Ne jamais, surtout, alors première base, ne jamais travailler sans contrat. Jamais de la vie. Toujours avoir un contrat signé. Donc je fais mes devoirs, j'envoie le contrat. Et le truc me revient signé. Et puis là, je relis pas. Donc il me signe le contrat, il me le renvoie, je fais OK, c'est bon, c'est signé. Je regarde juste la signature. Et puis je bosse, le virement arrive et là, c'est pas le bon montant. Je fais bon, bah il y a un problème et tout, c'est pas le bon montant, peut-être tu t'es trompé, blablabla. Ah non, regarde le contrat, je m'étais trompée dans le truc initial, dans le. Waouh. Et là, je regarde et ouais, le mec, il avait diminué de moitié en rouge le montant initial du contrat. Donc t'es là, mais quoi? Ah ouais. Comment? C'est pas du tout ce que j'ai signé. Ah mais si, j'ai ta signature. Et tu vois, enfin, pourtant celle-là c'était une première. Hein. Le changement de contrat au stylo rouge. Ah ouais. Une fois que c'était signé, c'était vraiment génial. Mais ouais, donc travaillez avec des contrats, faites des vrais prix, ne diminuez pas votre valeur. Et parlez-vous. Parlez-vous, demandez aux collègues pour tel boulot, combien tu t'as demandé, combien t'as été payé, tel éditeur. Parce que j'avais commencé, je crois que j'ai un fichier Excel qui traîne avec, j'avais récolté des prix des uns et des autres et Ah je ouais. l'avais publié. Et des fois les prix, mais c'est à pleurer quoi. Tu vois des planches de stickers pour Larousse pour 20 €, t'es là mais quoi? Enfin, dans quel monde on vit? Enfin, stop, ça suffit. Tu peux C'est pas faire clair. ça. Larousse, c'est pas le petit éditeur régional quoi, merde. C'est clair. Donc non. Et surtout les gens qui ont travaillé pour des prix très bas, n'ayez pas honte parce que vous êtes surtout pas les seuls et plus vous allez en parler et plus vous aurez de chances de pouvoir négocier vos prix à la hausse. C'est pas acceptable de se faire payer moins de 10 € de l'heure. C'est pas possible. Ouais, c'est clair. Moi, je me souviens, surtout à mes débuts, dès que j'avais une demande par téléphone ou par mail, hop, j'appelais les quelques personnes qui étaient un peu des sortes de grands frères dans la profession pour leur demander tu demanderais combien, et je croisais les infos et ça me permettait de tirer mon épingle du jeu et d'avoir plus Ouais. de Mais on est recul. tout le temps tenté hein, de baisser nos tarifs et de se dire ah mince mais pour tel boulot peut-être que 4 000 c'est trop, allez je vais demander 3 000. Non, c'est demander 4 000 au pire quoi, ils vont vous dire non ou ils vont essayer de Ouais, négocier. ouais, tu risques rien. Ouais. Mais si toi t'estimes que pour 4 000 c'est ça qu'il te faut, fais-le à ce prix-là parce que sinon tu vas juste détester ton travail. C'est vraiment important, je pense. Ouais. Et moi, je le fais de plus en plus là maintenant. En plus, c'est en partie aussi pour ça que j'ai arrêté de travailler pour les éditeurs. C'est que maintenant, si je dis un prix, c'est des particuliers ou même des fois si jamais j'ai travaillé pour une architecte, donc c'est entre deux, tu vois. C'est pas vraiment un éditeur ou quoi. Si je dis un prix, c'est ça mon prix. Je veux Ouais. je veux plus négocier. Je négocie plus. C'est terminé. Ouais. C'est fini la promo. Oui, bah c'est fatigant, c'est chronophage et tout. Ouais, surtout tu te dévalues toi-même. Tu sais, genre, t'as estimé ton travail à un certain prix et on vient te dire bah non, c'est pas ça que ça vaut. Mais de quelle Bah oui. de quelle expertise tu te Je, bases je sur me- quelle je me souviens j'avais une fois lu genre quand on te demande un prix, réfléchis, fais un prix vraiment le prix que tu as vraiment envie d'être payé, genre en mode super honnête, je veux vraiment gagner ça, et tu le doubles. Ouais, tu peux Et faire ça aussi. Bah ça marche bien avec les agences ou les grosses boîtes. Donc, tu peux facilement doubler tous tes prix tranquille. Hein. Ils s'en foutent. ouais, En fait. Et surtout, faut bien penser que tous les gens qui vont négocier les prix, s'ils bossent dans des grandes boîtes, c'est pas leur argent. Hein. C'est pas pris sur leur salaire. C'est souvent ils te font miroiter des trucs genre oui, mais on n'a pas. Non, c'est pas leur argent. Donc ils peuvent très bien négocier et aller voir leur patron et dire bah non là c'est temps. ouais. Donc, voilà, vous allez pas priver quelqu'un de sa prime du mois.
de manger ou de c'est des grosses boîtes. Ouais. Foot, basiquement. Ouais. C'est noté. Et je repensais là à la communauté Café Salé qui avait fait son apparition durant l'âge d'or des forums. Moi, j'avais aussi été sur des forums à l'époque et tout. D'ailleurs, Sens Créatif a aussi un Discord qui est un peu une sorte de... C'est un peu les nouveaux forums, quoi. Ouais, il y en a un pour le café, mais j'y comprends tellement rien. Ah ouais. Moi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a suggéré. Moi, je connaissais pas non plus. Moi, je connaissais plus les forums à l'ancienne. Mais est-ce que, tu sais, il y avait un fort sentiment d'appartenance, j'imagine, des personnes qui faisaient partie de la communauté Café Salé. Est-ce que tu dirais que avec l'avènement des réseaux sociaux, ça a changé? C'est devenu plus individualisé ou je ne sais pas. Qu'est-ce que... Ouais, je pense que ça nous a pas mal. Ça a sûrement contribué au déclin en fait du forum, dans le sens où tout est devenu effectivement plus individualisé. J'avais fait un Twitter, j'ai fait un groupe Facebook, etc. Mais je les ai fait un peu plus sur le tard en fait, parce que c'était déjà dans la période descendante pour moi. Donc j'avais moins envie de gérer de nouveaux projets. J'ai fait un Discord aussi, c'était l'année dernière, sur les conseils de mon mari, qui est beaucoup plus là-dedans et qui me disait mais tu devrais faire un Discord, je suis sûre que ça relancerait. Bon ça a pas du tout marché. Ah zut. Puis enfin c'est surtout c'est aussi de ma faute parce que si je m'en occupe pas en fait c'est sûr que ça peut pas fonctionner. Ouais. Et donc là j'ai confié la modération à d'autres gens. Je sais pas en fait, j'y vais pas parce que ça me d'une part je capte rien Discord et puis j'ai l'impression de plus y être en fait, tu vois, je suis plus dedans, donc je les laisse gérer et puis on verra bien. Je pense que là j'aimerais bien passer le flambeau en fait de tout ça, mais je sais pas comment le faire. Comment tu vois un peu l'avenir de Café Salé? Enfin, quel regard tu portes sur les 20 dernières années et comment tu vois l'avenir? Moi, je pense que j'ai fini ma mission, en fait. Je pense que c'était mon bébé, mais ça y est, il a plus besoin de moi, là. Il marche tout seul. Bah ouais. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien que soit quelqu'un le reprenne, soit je vais, si j'arrive pas à passer le truc, je pense que je fermerai tout simplement. Mais le forum est toujours actif, non? Ouais, il est toujours actif, mais j'y vais plus et si je m'en occupe pas, en fait, personne s'en occupe. Donc, il y a toujours des modérateurs et tout, mais ils ont pas la main. Et puis, j'ai vraiment aussi cette espèce d'appréhension à passer le relais à quelqu'un et que ça devienne autre chose ou que ça devienne un truc crado, tu sais, genre avec tout ce qu'il y a en ce moment de crypto art et compagnie. Je veux vraiment que ça s'arrête, soit que ça reste dans la même veine de partage et de bonnes intentions entre guillemets. Et je veux pas que ça devienne un espèce de truc capitaliste encore ou ultra basé sur le profit ou un ArtStation avec juste, tu sais, genre des guerrières à poil à moitié sur la je veux pas de ça, je veux vraiment que ce soit respectueux en fait. C'est ça le mot que je cherchais, je veux vraiment que ça reste respectueux de l'esprit et du partage qu'on a pu avoir par le passé. C'était comment l'esprit Café Salé, si tu devrais un petit peu le résumer en quelques mots? C'était vraiment de l'entraide gratuite et certainement pas toujours bienveillante, mais qui tendait vers ça en tout cas, parce qu'à l'époque la bienveillance ça n'existait pas dans les années 2000. C'est vraiment devenu plus. Ah bon, comment ça? C'était vraiment une époque d'internet un peu plus trash en fait, où les gens étaient vraiment pas toujours très sympas. Ah ouais. Donc moi des fois j'étais vraiment un peu plus agressive qu'aujourd'hui, on va dire, mais je vais pas dire on était jeunes, mais ouais, si on était très jeunes dans notre tête, en fait, on avait des idéaux et des idées bien arrêtées et il y avait des gens plus ou moins tolérants, on va dire. Mais parmi tout ça, on était quand même aussi beaucoup dans le partage, l'entraide, et puis on n'était pas avare de nos conseils et de notre énergie et de donner nos outils, nos recettes, nos trucs. Enfin, vraiment, on était là pour ça. Donc, ce que je voudrais pas, tu vois, c'est que ça devienne un espèce une machine commerciale, en fait. Ça me fera vraiment. Je préférais l'arrêter, tu vois. Je préférais.
Je préférais comprends. que ça soit fermé plutôt que de voir ça. Et, Voilà. et tu disais que voilà, vous étiez jeune dans votre tête, que vous aviez des idées arrêtées, etc. Et si tu devais adresser, bon, c'est une question un peu bateau, hein, mais si tu devrais adresser la Karine d'il y a 10-15 ans, tu lui dirais quoi sur la manière de... Je dirais peut-être regarde un peu plus autour de toi et puis mais je sais pas en vrai ce qui aurait pu me faire changer à l'époque, parce que je pense que c'est une question d'entourage et de maturité, je crois, parce qu'il y a des choses qui sont venues un peu plus tard dans ma vie, comme le fait d'être parent. Ça change vraiment toute la Tell me vie. about it. Ouais, c'est clair. Tout le monde te dit ça, c'est hyper bateau. C'est genre tous les parents, quand t'as pas d'enfant, Ouais. ça change toute ta vie. C'est vrai, mais vous pouvez pas vous en rendre compte tant que vous avez pas d'enfant, et ça aussi c'est vrai. Ouais. Mais en fait, le fait de projeter sa vie dans une autre personne et de devoir vraiment s'en occuper à plein temps et de la protéger, ça change tout. Et donc, ça te donne un nouveau super pouvoir qui est la compassion et la patience. Et que je n'avais pas spécialement vraiment bien développé avant ça. Et donc, j'avais pas de patience, en fait. J'étais très, très speed et très, très rapide dans mes jugements. Et ce que je me dirais, c'est peut-être juge moins vite les gens et sois un peu plus patient. Ouais. Et tu parles de compassion aussi. Ouais, oui, parce qu'en fait, faut se dire aussi qu'à un moment donné, moi, j'étais un peu seule face à des milliers de gens et qui postaient des fois des trucs complètement cons, faut le dire, et qui postaient des questions bêtes et des trucs, mais tu vois, j'avais pas forcément la patience de leur réexpliquer à chaque fois, donc j'expédiais vraiment vite. Et mon équipe de modération était un peu dans ce même mood-là. Enfin, bon, écoute, si t'as pas compris, c'est pas grave, on efface ton message et puis tu reviendras plus tard, t'as qu'à aller lire les règles. Et ouais, on n'était pas toujours ultra pédagogue, mais en même temps, écoute, ça fonctionnait comme ça. Ouais, bien sûr. Je pense pas qu'on ait vraiment traumatisé les gens. Au pire, c'était un message pas très sympa, ou alors ils voyaient juste pas et puis on leur disait va relire le long post de règles dont tout le monde se foutait en plus. Enfin, c'est vraiment la pire idée de faire un long post de règles, mais ça je l'ai appris après. Ouais. Oui, on a envie d'inscrire les choses dans le marbre et puis les choses sont plus fluides en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une question d'expérience. Et puis encore une fois, on a fait ça genre sur le tas. On n'était pas formés ni à la gestion de communauté. Parce qu'aujourd'hui, tu as des formations de community manager. Mais moi, à l'époque, j'étais en mode YOLO, tu vois. Genre, c'était quoi, community manager? Donc, non, c'était tout sur le tas. Donc, je suis désolée si je pense que j'ai probablement heurté les sentiments de quelques personnes et je m'en excuse platement auprès d'eux s'ils m'écoutent. J'ai changé aujourd'hui, j'espère. Ouais. J'espère. Mais non, ouais, voilà, c'est l'esprit du café, c'était vraiment ça. Donc ça, c'est sûr que des fois, ça pouvait provoquer des antagonismes, on va dire, ou rendre des gens pas contents et ne pas nous aimer. Mais en même temps, c'était aussi un petit espace privé et pas un service public. Donc, une belle aventure. On faisait ce qu'on pouvait. Voilà. Ouais, exactement. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai encore des gens qui me disent ah mais c'est toi qui as fait saler, merci, blablabla, blablabla. Et je suis toujours un peu genre, oh waouh, ils s'en rappellent. Et non, c'était globalement hyper positif. Donc, ouais. Franchement, 20 ans, c'est quand même une sacrée tranche de vie. Hein. C'est normal que ça impacte beaucoup de gens. Ouais. Et tu disais que tu avais changé. Et aujourd'hui, tu habites à Montréal et tu bosses beaucoup avec la céramique. C'est quelque chose de relativement nouveau, il me semble, quelques années. Ouais. Et comment tu as fait cette découverte et cette transition, l'illustration à la céramique, en quoi ce nouveau médium est devenu une révélation pour toi?
Alors en fait, j'ai commencé en arrivant ici, parce que, je connaissais personne. Nous on a déménagé à Montréal, on a pris, nos valises, notre enfant et on est partis. On a vendu tous nos meubles, on a vendu notre maison, on a vraiment fait c'est Le genre grand saut. la page blanche, ouais. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais essayer de trouver, tu vois, un truc à faire où je pourrais voir des gens et puis, peut-être me faire des nouveaux amis et puis pourquoi pas essayer ça, ça a l'air drôle et tout». Il y avait un côté, créatif, un côté un peu, technique. Je me suis dit: «Ouais, ça risque de me plaire». Et donc au début, j'ai commencé par prendre des cours, et puis, je me suis retrouvée dans un endroit qui faisait à la fois, café et à la fois, studio de céramique, mais pour des cours vraiment, donc café céramique en quelque sorte. Et puis, j'ai été, très frustrée pendant plusieurs mois avec ces médiums parce que j'ai essayé vraiment de reproduire mon style de dessin et ce que je faisais en illustration, mais avec de l'argile et de la porcelaine. Mhm. Et c'est pas une bonne idée. En Pourquoi? fait, parce qu'en fait, c'est vraiment un médium tellement complètement différent. Déjà, tu passes de la 2D à la 3D, donc ton cerveau, il doit un peu travailler sur, genre, comment est-ce que tu fais, le dessus, le dessous, le derrière de tes animaux, si tu fais des animaux ou de tes personnages. C'est vraiment pas facile. Et puis, surtout, en fait, la formation que je suivais, le cours, c'était pas du tout, pour faire des petites figurines ou des petits machins, c'était vraiment pour faire de la vaisselle, en fait. Des Ouais. tasses, des bols, des trucs, des machins. Et, moi, je trouve, tu sais, j'aimais bien ça, mais je me disais, ouais, bah, ouais, je suis pas prête de me faire un service de, de vaisselle, tu vois, c'est quand même un artisanat, un Ouais. savoir-faire qui demande des années de formation. Enfin, je trouve que de prendre un cours, ça te fait te rendre compte du niveau de maîtrise et des années de boulot que tu vas avoir avant de pouvoir sortir, quelque chose de regardable. Mhm. Et donc, au fur et à mesure du temps, je faisais mes petits machins et puis à un moment donné, j'ai fait: «Bon, bah, allez, j'arrête les tasses parce que je pense que clairement, c'est pas pour moi. Je vais essayer de faire mes petits bonhommes là». Et puis, bah, là, ça a cliqué direct. C'était genre, j'ai fait: «Bon, bah, c'est ça que j'ai envie de faire». Ouais. Et j'en ai fait plein, 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 plein. J'ai fait beaucoup de ratés aussi parce que c'est un médium qui pardonne pas. Si tu rates un truc, bah, c'est raté, c'est poubelle. Et puis, bah, je sais pas, ça a grandi, 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 grandi jusqu'à ce que, j'ai mes premiers gens qui me disent: «Ah mais c'est génial, je veux l'acheter». Et puis j'ai Bingo. commencé à en vendre 1, 2, 3 et puis, bah, là, c'est vraiment le truc qui me fait triper en ce moment, j'adore ça. Ouais. Donc à Donc les côté de ton boulot de SEO, c'est ça ton activité principale. Ouais, mon boulot de SEO, c'est mon activité principale, donc qui me rapporte, mon gagne-pain, en fait, Ouais. que j'aime bien, mais qui manque en ce moment de diversité pour moi, dans le sens où, je me retrouve dans des boulots vraiment assez répétitifs et un peu relous. Donc je trouve mon plaisir, dans la journée avec la céramique plutôt. Et tu fais de la céramique tous les jours? Heu, Quasiment. Mais c'est un processus qui demande beaucoup d'étapes, en fait. Ouais. Il y a des jours où je vais sculpter, il y a des jours où je vais peindre, il y a des jours où je vais, aller au studio pour faire mes cuissons, il y a des jours où je vais, mettre à jour mon site, faire des photos. Il y a des jours où je vais, discuter avec les gens qui me passent des commandes. C'est vraiment, beaucoup, beaucoup d'étapes et c'est ça qui me plaît, c'est que je fais vraiment, presque un métier différent chaque jour Ouais. et Et puis je trouve ça très on beau. sent que tu mets beaucoup d'amour aussi quand on voit Ouais, les petites boîtes avec le dessin que tu fais ouais, parce que du dessus. coup, j'ai relié, en fait, ça relie vraiment tous les boulots que j'ai pu faire, au fur et Ah à oui, c'est mesure vrai, du tu as raison, temps. il y a de la direction artistique, il y a de l'élu, il y a de la céramique, il y a Il y a ça, il y a le site web aussi, il y a écrire des articles, ah c'est ouais. vraiment une espèce de globalité que j'adore, en fait. Et tu es vraiment dans
quelque chose de très humain. Non seulement toi, tu travailles de tes mains, mais vu que tu travailles avec le particulier, au final, on pourrait presque dire que tu as fait une très grande boucle pour Ouais, revenir au, tout ça pour au, ça. au bon vieux contact humain d'une personne à une autre, quoi. C'est ça et c'est vraiment kiffant parce que, je prends une fois par mois ou une fois tous les 6 semaines, je prends des commandes de gens parce que sinon j'en ai un peu trop et j'arrive pas à m'organiser donc j'ouvre des sessions, je fais genre: «Bon, bah, là, je prends 10 commandes» et Ouais. hem C'est génial d'avoir trop et de commandes. oui, c'est vraiment cool. Mais si j'étais à plein temps, je pourrais en prendre plus. Mais pour l'instant, je garde mon job de SEO en C'est une cas de. tentation quand même de passer à plein temps. Ah ouais, complètement. Complètement, complètement. J'espère que mon patron m'écoute pas. Euh, mais après, comme je suis freelance, je peux faire un peu ce que je veux. Donc je pourrais très bien arrêter le SEO, faire de la céramique pendant 6 mois et puis voir que si ça marche pas, reprendre des missions de Ouais. consultante. C'est pas du tout un problème. C'est pas un boulot qui perd trop en technique, il n'y a pas besoin de grosses mises à jour. Ouais. Et avec tout cet intérêt, cet amour pour la nature, l'organique, les choses qui poussent, etc., est-ce qu'au final, la céramique, c'est pas un peu voilà, ce retour à un côté un peu plus slow life parce que... C'est le retour à la terre. Ouais, oui, le retour à la terre, ouais, carrément. Bah, Ouais, techniquement, ouais, c'est le retour à la terre parce que c'est de la terre. ouais, absolument. Oui, si tu prends ça au premier degré, carrément. Euh, mais c'est vraiment ouais, une Parce reconnexion à. Vas-y. Non, parce que quand on découvre ton parcours, tu as fait tellement, tellement, tellement de choses et des choses à des échelles assez grandes et tout, que quelque part, qu'aujourd'hui, voilà, tu fais de la céramique et tout, et puis ta vie à Montréal, la proximité de la nature, la forêt, etc. On sent comme si tu t'étais recentré sur quelque chose de plus essentiel, de plus simple, je sais pas. Ouais. C'est peut-être des En grosses fait, ficelles. non, 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 c'est pas des grosses ficelles, c'est vrai. J'ai toujours été une fille de la campagne, en fait. J'étais pas dans mon élément spécialement à Paris. J'ai toujours été très nature, main dans la terre. Moi, ça me dérange pas d'aller tu sais, nettoyer une écurie à 5 heures du mat. C'est vraiment là-dedans que je suis née, en fait. Donc, c'est mon truc à la base. Mais le fait de revenir à ça, c'est vraiment important parce que la technologie est fatigante. Vraiment, Ouais, nos cerveaux sont pas faits pour ça. Vraiment pas. On n'est pas fait pour absorber autant d'informations, pour gérer autant de trucs hyper inquiétants. Genre, on l'a tous vu là avec la pandémie, le flux d'informations, de règles changeantes, c'est épuisant en fait. On n'est pas du tout notre petit cerveau de d'homme est pas rendu là encore. On est encore au temps des cavernes, enfin, heureusement, malheureusement, mais biologiquement en tout cas, ouais. on est encore très, 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 très basique. Et, et j'aimerais que plus de gens enfin, je pense que le fait du confinement et tout ça, il y a plein de gens qui se sont mis, tu sais, à faire leur pain, à Ouais, ouais. cultiver leur petit jardin sur leur balcon. C'est hyper important. C'est vraiment genre, on est fait pour ça, pour faire notre propre bouffe. On n'est pas fait pour aller au supermarché acheter des trucs. Euh, donc ouais, ouais, si, si, c'est essentiel pour moi et c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire passer dans ce que je fais en fait. C'est des petites choses, les choses lentes, le temps de Ouais. faire les choses, le temps de Qu'est-ce que tu qu'on as mis en prend. pratique dans ta vie? Qu'est-ce que tu as mis en place pour revenir un peu à ces choses un peu plus lentes? Écoute, je fais mon levain depuis, depuis 1 an. Ah Je ouais, fais mon excellent. pain. Ouais. Comme plein de gens, mais en fait, c'était un truc que j'avais essayé il y a longtemps, ça n'avait pas marché, puis là, je me suis dit, bon, allez. Mais de manière très amusante, j'ai commencé ça au mois de février, juste avant la cata. Ouais. Ah oui, c'est Et, vrai, ouais. et voilà. Et sinon, mais j'ai toujours un potager. Même à Montréal, j'ai un potager de balcon. On a une maison à l'extérieur de Montréal aussi qu'on a réussi à avoir pareil juste avant la pandémie parce qu'on se disait mais on va pas rester en ville, on veut sortir de là. Et donc là cette année ça va être potager. Je t'ai dit j'ai fait une formation d'apicultrice aussi donc Ouais. ça va faire partie de ma vie. Les abeilles.
Et puis, j'espère bien avoir des poules et des petits moutons. J'ai un chien. Ah oui, j'ai cru voir que tu étais apprentie bergère aussi. Ouais, j'ai fait une formation de chien de troupeau avec mon chien, donc qui est un corgi. Et donc, on sait toutes les deux, on sait garder un troupeau de moutons, figure-toi, et le conduire. Trop fort. Ouais, mais c'est plein de petites choses comme ça, de relation aux animaux et au travail de la ferme, au final, de plein de choses que je sais qui restent en moi malgré ma vie urbaine et qui vont revenir au fur et à mesure du temps, dès que j'en aurai la possibilité. Ouais. Donc, parce que avec un petit qui va à l'école, on essaie de tu vois, faire des transitions douces et de pas partir comme ça du jour au lendemain. C'est un peu le jour de la maison. Mais ouais, c'est ça. Puis j'ai plein de plantes à la maison. Enfin, il y a plein de choses que j'adore faire. J'adore cuisiner. J'avais fait des bouquins de cuisine d'ailleurs avec le café. Ah ouais. Ouais, il y a 4 bouquins de recettes qui sont sortis, petites recettes dessinées. Et voilà, tout est lié comme ça. Et ouais, je te disais tout à l'heure avec la céramiste là, le lien aux gens est vraiment important. Et on parle beaucoup aussi de leur lien à eux avec la nature. Et il y a pas mal de commandes que je reçois de gens qui veulent que je fasse leur chien ou leur chat. Et souvent des animaux qui sont parfois morts depuis longtemps en fait. Et dont ils se souviennent, et je trouve ça trop touchant. Ouais. Donc, c'est tu vois, cette espèce de truc global là que moi j'adore. Ouais. Et puis. C'est simple et fort à la fois en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment tout bête, mais c'est juste de garder un lien avec tout ça, quoi. De pas se sentir en fait supérieur à la nature ou dans une place spéciale, de vraiment faire partie du tout, quoi, malgré tout. Pas malgré ce qu'on nous impose. Ouais, bien sûr. Ouais. Top. Bah, écoute, je pense que sur ces bonnes paroles, on a fait le tour. C'est une super façon pour terminer notre échange. J'ai vraiment l'impression qu'on a pu vraiment explorer tout ce parcours et tout ce qui t'a amené à. On pourrait commencer par la céramique, mais en fait, ça se comprend beaucoup mieux quand on. Ouais, quand on ça voit, se rejoint en fait. Tout est un peu relié et entremêlé, mais voilà. Je pense que ça, quand tu arrives à une certaine maturité, tu t'en rends compte, tu peux avoir le recul pour te dire ah mais ouais, c'est ça que j'ai fait en fait. C'est ça carrément. Super. Ben merci. Ça aura pu aider en tout cas s'il y a les auditeurs. Ouais, s'il y a des gens qui étaient en questionnement par rapport à leur position d'auteur ou quoi, de se dire bah ouais, faut pas hésiter, faut se faire confiance, je pense. Yes, carrément. Voilà. Top. Merci Karine, merci beaucoup pour ton temps, merci pour cet échange et tout, c'était hyper cool. Puis je vais moi après encourager les gens à aller jeter un petit coup d'œil aussi à Café Salé au forum et aller voir ton travail. Là, le forum, c'est un peu en friche. Et comme je disais, pour moi, c'est un peu la fin de cette histoire-là. Ouais. Peut-être que ça rebondira, je sais pas encore. Bah, je suis honoré d'avoir pu être le réceptacle quelque part de cette histoire et de cette fin de d'époque, on peut dire. Ouais, c'est ça, de ce cycle, ouais, carrément. Top. Ben, merci beaucoup Karine. Et puis, je te dis à très bientôt du coup. À bientôt. Bye bye. Ciao. C'était ma discussion avec Karine Leloget. Merci à elle pour son temps. Karine, si tu as réécouté notre discussion, merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le dire directement à Karine en la suivant sur les réseaux sociaux @kness, ça s'écrit KNESS, et en lui laissant un petit message. N'hésitez pas non plus à visiter le site de Café Salé ou à vous procurer les derniers exemplaires des fameux artbooks dont nous avons discuté ensemble. Promis, ça va vous en mettre plein les yeux. Et puis si j'étais vous, si vous connaissez quelqu'un qui a connu le site de Café Salé, pourquoi ne pas lui partager cet épisode ? Je suis sûr que l'aspect nostalgique de la chose saura l'intéresser. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir de vous lire et cela permet à ce podcast de monter dans les classements américains. Enfin,
Enfin, chez nous, quoi. Pour ne plus jamais louper un épisode, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux ou rejoignez ma newsletter. C'est là que toutes les 2 semaines, je partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Pour vous inscrire, rien de plus simple, rendez-vous sur senscreatif.fr, vous retrouverez le lien en haut, à gauche, ou dans les notes de cet épisode. Salut, je m'appelle Mathieu Jonel. Je suis planeur stratégique, auteur d'histoires pour enfants, podcasteur et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son exploration du métier de créatif me semble essentielle. Le Patate Club, c'est pour moi le meilleur carrefour pour les créatifs. Tous les sujets sont abordés pour développer sa créativité, mais surtout en vivre. Les participations débutent à 2 € par épisode, et cela vous donne accès à un WhatsApp privé, des ateliers, des rencontres et un tas d'autres trucs canons. Il y a aussi le tout nouveau Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et uniquement accessible pour les patriotes, enregistré en duo avec Laurent Bazar. On y retrouve un débrief du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés par la communauté, sans oublier les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante, dont les membres s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres au travers d'un Discord super actif et totalement gratuit. Pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez tous jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous, je ne sais pas quand, parce qu'avec les nouvelles mesures sanitaires et la fermeture des crèches, c'est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas quand sortira le prochain épisode. Peut-être comme d'habitude dans 2 semaines, peut-être dans 3 ou dans 4, on verra bien. En attendant, bonne semaine à tous. N'oubliez pas de vous inscrire pour la 3e émission de M'as-tu vu le 15 avril. Prenez soin de vous.